En tout cas, merci à tous d'être aussi nombreux à cette présentation pour cette seconde conférence de presse de l'Académie de l'année 2023. Monsieur le maître. Je commence. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir dans notre académie, distance pour une partie d'entre vous. Je suis Yvan Berger, donc je suis président de l'académie et je suis heureux de vous présenter Jean-Pierre Chevalier qui présentera l'avis que nous allons rendre public aujourd'hui pour le développement de production industrielle de panneaux photovoltaïques en France et en Europe. Je vais commencer par vous présenter brièvement notre académie, vous expliquer aussi, vous présenter un petit peu notre rôle dans le plan France 2030, et puis rapidement bien sûr, et c'est Jean-Pierre qui vous parlera de ces questions sur les panneaux. Et puis après la présentation de Jean-Pierre, vous pourrez poser les questions que vous souhaitez nous poser, soit directement, soit dans le chat, enfin par tout moyen moderne approprié. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer rapidement donc, par vous parler de notre académie. Stéphane, est-ce que je peux avoir la première slide? Merci. Alors, notre académie, elle est l'académie récente qui a été créée au début du siècle, comme vous le voyez. Je ne vais pas vous lire la slide, mais juste insister sur 2 points. Un premier point, c'est notre devise, à laquelle nous tenons beaucoup, pour un progrès raisonné, choisi et partagé. En effet, on parle beaucoup d'innovation, on ne parle plus beaucoup de progrès, et il nous semble important de penser la notion de progrès, et de lier bien sûr technologie, société et progrès. C'est ça le sens de cette devise qui nous semble toujours actuelle, même si nous l'avons pensée et adoptée maintenant il y a un peu plus de 20 ans. Deuxième point très important, sur lequel je reviendrai dans quelques minutes à propos de France 2030, c'est l'indépendance de notre académie. L'indépendance collective est liée au fait que nous échangeons et nous émettons des avis collectivement, ce qui est une garantie d'indépendance puisque nous n'avons pas rien à défendre, ni d'industrie, ni de technologie particulière. Je vais passer à la deuxième slide, s'il vous plaît. Et donc, il détaille un peu le rôle de notre académie. L'académie, bien comme tous ses homologues en France et dans le monde, elle émet des propositions, elle émet des recommandations, elle travaille pour essayer d'éclairer le gouvernement, chaque académie dans son pays respectif. Et donc là, on vous a mentionné sur la slide que nous faisons, effectivement, nous, c'est sur le domaine des technologies émergentes, c'est d'essayer de montrer à quel point les technologies apportent les ombres et les lumières correspondant. Tous. Tenez ici une opportunité de... Voilà donc pour notre rôle. Donc, je vais passer à la slide suivante. Comment nous sommes organisés? Eh bien, nous sommes organisés par grands centres d'intérêt que nous avons appelés des pôles. Donc, certains qui correspondent à des finalités de la société, très importants, absolument, si j'ose dire, alimentation, santé, habitat, mobilité, ville. Enfin, je ne vais pas vous lire la liste, mais vous voyez, nous avons à la fois donc un certain nombre de pôles qui sont directement orientés sur les finalités et d'autres qui sont plus sur des moyens transverses comme le numérique, l'industrie, l'environnement. Voilà un petit peu l'organisation de l'académie. Et donc, ces pôles, c'est des lieux de discussion. Soit nous les saisissons ou ils sont saisis pour travailler sur un sujet, soit ils s'auto-saisissent sur des sujets. Et c'est ce qui se passe sur France 2030. Qui est l'objet de ma prochaine slide. S'il vous plaît. Voilà. Et donc, l'académie, comme ses homologues, soit elle se saisit de sujets parce qu'elle pense qu'ils sont importants pour la société, soit elle est saisie par le gouvernement ou par des autorités, par un ministère. Et donc là, nous avons été saisis par l'organisation de France 2030, donc par les 3 partenaires de l'administration, le SGPI, la DGE et la DGRI. Je rappelle un secrétariat général pour les investissements, la direction générale des entreprises, la direction générale de la recherche et de l'innovation, chacune des ministères. Et donc le plan France 2030, qui est le plan qui a suivi finalement les investissements d'avenir,
est un plan ambitieux qui, les dépenses prévues jusqu'en 2030, c'est de l'ordre de, c'est plus de 50 milliards, 54 milliards si j'ai bonne mémoire. Et donc, quel est notre rôle là-dedans? Alors, notre rôle, c'est soit d'essayer d'enrichir la réflexion de nos collègues des administrations en attirant leur attention sur tel ou tel sujet par une note pour tel ou tel aspect du plan, soit eux nous demandent une analyse, des suggestions, des remarques sur un sujet. Alors ces notes, elles sont préparées par un certain nombre de confrères qui peuvent auditionner un certain nombre de personnes extérieures, aller discuter avec un certain nombre d'autres personnes. Mais ce qui est important, je le redis à quel point c'est important, c'est que ces notes, elles sont préparées comme toutes les autres notes en toute indépendance. Nous choisissons qui nous voulons écouter, nous discutons entre nous, et la diversité des profils des académiciens nous permet de garantir au mieux une certaine indépendance. Alors, ce que nous avons aussi convenu avec les autorités, avec nos mandants, comme nous aimons à le dire, eh bien, c'est que nos notes deviennent publiques environ un mois après, pour l'essentiel. Et donc, c'est aujourd'hui une de ces premières notes, qui est, elle, la note sur le photovoltaïque, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques instants, et que Olivier, je crois, vous a envoyé, vous a mis à disposition déjà. Alors, je voudrais insister, ces notes, elles sont un peu différentes forcément des rapports de l'Académie. Un rapport de l'Académie, en général, c'est le fruit d'un travail collectif qui peut être assez long, hein, 1 an, 2 ans. Ça dépend des sujets, de leur complexité, si le sujet est très clair dès le début ou non, ou s'il faut petit à petit le préciser. Là, on est soit sur des textes plus courts qui correspondent finalement, qui reprennent tel ou tel aspect d'un rapport qu'on avait préparé et qu'on actualise, soit, dans la majorité des cas, en fait, en fonction du sujet, on crée un petit groupe ad hoc avec un responsable. Dans le cas des photovoltaïques d'aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Chevalier qui en est le responsable, qui auditionne un certain nombre de gens, qui crée un petit groupe ad hoc, il y a un certain nombre de discussions, on a un processus de relecture, et puis ensuite on diffuse la note. Voilà, dit très rapidement. Et donc, sans attendre, tout sur les panneaux photovoltaïques de l'Académie. Encore un slide sur l'énergie. Ah oui, pardon, je vous prie de m'excuser. On a ajouté un slide à ma demande et j'ai oublié de la présenter. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on a pris ce sujet-là? Je crois que c'est intéressant de se rendre compte que... alors, on a pris ce sujet-là, toujours la logique. Hein. La logique, c'est pas de critiquer les collègues de l'administration, c'est de les aider dans leur réflexion, d'enrichir leur réflexion. Et donc, il nous a semblé que le domaine du photovoltaïque était un domaine où il y a une dimension, comme vous l'avez là sur la slide, de façon générale, vous avez une dimension technologique, vous avez une dimension industrielle, vous avez une dimension organisationnelle, vous avez une dimension financière. Et en fait, ce qui est intéressant de noter, je suis sûr que ceux qui sont là parmi vous, vous avez déjà regardé France 2030. En 2030, il n'ouvre pas tous les champs d'activité de la société, tout le travail de réindustrialisation de la France. Et donc, en fait, nos fiches vont un peu au-delà du rôle de France 2030, mais on est bien d'accord avec eux, il n'y a aucun problème, ce qui nous conduit éventuellement à aussi diffuser ces fiches à un certain nombre d'autres acteurs de la société, des ministères et des autorités, éventuellement jusqu'à l'Élysée. Voilà. Et donc, ces notes, même si ce n'est pas toujours facile, comme c'est écrit là, et vous allez le voir sur la note PV, et certains d'entre vous connaissent peut-être certains aspects du sujet mieux que nous, s'efforce de prendre en compte les dimensions européennes internationales. Et dernier point, ces notes, elles s'efforcent de donner un avis clair et tranché. Autrement dit, pas de langue de bois, nous disons ce que nous pensons. Je pense qu'on le verra à d'autres occasions sur d'autres notes sur lesquelles qu'on aura l'occasion de vous présenter. L'interaction avec nos demandeurs, nous disons ce que nous pensons, c'est comme ça que nous sommes utiles, puisque, je l'aurais dit au début, nous n'avons pas d'intérêt particulier à défendre. Alors ça s'illustre sur la note sur le photovoltaïque, qui est l'objet de la prochaine slide. Merci Stéphane. C'est qu'il nous semble que le photovoltaïque
c'est un enjeu majeur du siècle. Et dès maintenant, pour assurer la baisse des émissions, il y a quand même une certaine situation qui n'est pas satisfaisante compte tenu du rôle de la Chine, on y reviendra. Nous savons aussi que le PV ne suffira pas à les besoins d'électricité, qu'un des problèmes clés, ce sera d'avoir assez d'électricité bas carbone dans les années 2030, et que donc nous pensons que le PV est un bon moyen de couvrir une partie de ces besoins. Et donc, on a fait une estimation qui est citée là, qui justifierait d'avoir quelques usines en France. Et puis, c'est aussi un élément dans la discussion actuelle aujourd'hui. Avoir du PV fabriqué en France, c'est un élément qui est positif tant pour la souveraineté, la balance commerciale, etc., etc. Je pense que ce sont des points sur lesquels Jean-Pierre va revenir dans quelques minutes. Mais pour terminer là-dessus, donc cette note, le fait de la penser, de l'écrire, a été discuté avec nos mandants et je pense qu'ils l'attendaient avec impatience, mais ils l'ont déjà, eux. Et vous allez tout savoir maintenant. Jean-Pierre, à toi. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dès que le plan arrive, il va pouvoir démarrer. Vous savez que c'était une erreur de faire ça. Bon, voilà. On pointait dans le bon truc. Et pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, le plan de cette présentation rapide, un rappel sur le photovoltaïque pour que vous ayez une idée de ce que c'est, quels sont les éléments clés. Ensuite, le contexte, demande et offre. Un panorama international en Chine, Europe et en France. Le photovoltaïque, quelques mots sur les évolutions technologiques qu'on voit arriver. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on les recommandations qu'on a choisi de faire. Alors, juste un mot. Moi, je suis un scientifique de formation depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc, je n'ai rien inventé ici. C'est-à-dire que tout est issu de rapports de l'Agence internationale pour l'énergie ou d'autres personnes, et tout est cité. C'est pas mon opinion. Tout ce que j'ai fait, c'est de lire, synthétiser, et l'expérience scientifique que j'ai me permet éventuellement d'arriver aux choses qui me semblent. Alors, ça, c'est juste un giveaway. Donc, selon l'Agence internationale de l'énergie, il semblerait que le photovoltaïque va dépasser le charbon dans les 5 ans qui viennent. Et la raison est très simple, c'est qu'il se met en place assez vite et qu'il est peu cher. Alors, le principe. Le principe, c'est pas compliqué sur un schéma comme ça. La réalisation l'est un peu plus. Donc, on a besoin de lumière. C'est-à-dire, ça marche que le jour. Et c'est aussi avec du soleil. La lumière contient de l'énergie. Quand elle a une bonne longueur d'onde, elle va interagir avec les électrons du silicium, libérer un électron de sa bande et à l'atome de silicium. Il va pouvoir migrer. Quand il est parti, ça laisse ce qu'on appelle un trou. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir séparer dans le silicium les porteurs, les électrons qui viennent vers le haut, les trous qui vont vers le bas. On met des connexions électriques et on a un courant qui passe. Attention, il y a un courant. Ça, c'est le principe. Et les éléments clés dans cette affaire, c'est de capter le maximum de soleil, de faire en sorte qu'une fois qu'on a séparé les électrons et les trous, qu'ils ne se recombinent pas immédiatement sur place, autrement il n'y a pas de courant. Ça, c'est tout l'enjeu ici. Donc, pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de choses qui ont été faites depuis plusieurs dizaines d'années, en plus, pour faire tout ça bien. Alors, ce qui est important de voir, parce que là, on a juste vu un petit morceau de silicium. Finalement, où est-ce qu'il vient? Ça, c'est important de voir, parce que souvent, quand on décide on va faire ça, on n'imagine pas toute l'industrie qui est derrière. Donc, ça commence avec l'obtention de silicium solar grade silicon, et ça, c'est pas du tout simple. Ce sont des procédés qui sont assez énergivores et qui consomment également du carbone pour une réaction. Donc là, on part de silice, de silicium, assez classique. On fait du silicium de bonne pureté. Ensuite, il faut transformer ça soit dans des lingots polycristallins ou dans des monocristaux qui sont de dimensions assez significatives. Il faut les scier. C'est facile à dire, mais moins facile à faire, et surtout avec le minimum de pertes. À partir de ça, on va produire des cellules, c'est-à-dire faire les différentes couches qu'il faut dessus, dessous et dans tous les sens pour, d'une part, avoir la bonne séparation des charges, et ensuite amener
arrivées de courant électrique, des émissions électriques, et ensuite on assemble tout ça pour faire des modules. Cellules-modules. Mais on voit bien que si on n'a pas toute la chaîne, il va falloir qu'on achète à différentes personnes. Et dessous, vous voyez un peu le drapeau rouge avec les étoiles indique la Chine, et on voit qu'il y a quand même globalement beaucoup de rouge à tous les niveaux, et notamment sur la partie production de galettes, où là, la Chine, je crois, est à 96% de la production mondiale de galettes. Et quand j'ai vu ce chiffre, la conclusion s'imposait assez rapidement qu'on a déjà eu dans le passé des situations où la Chine était dominante à 96%, c'était pour les terres rares, et on a vu les problèmes que ça pouvait poser par la suite. Donc, et les choses ont changé depuis, mais pas dans le bon sens. Donc voilà, vous avez une image assez rapide de la domination chinoise, et on va voir un peu plus. Donc les chaînes de production, les capacités par région. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution entre 2010 et 2021. Le premier, c'est la demande. Donc, en 2010, il y avait une demande européenne qui n'était pas ridicule. La demande européenne a diminué, le reste du monde a augmenté. Mais par contre, on voit que sur tous les points, la Chine a augmenté fortement. Donc, blinde un tout petit peu, mais même, il y a quand même une énorme différence qui s'est faite sur 10 ans. La Chine a mis en place ce qu'ils savent faire, une planification sérieuse sur toute la chaîne, et le résultat est là. Alors, le contexte, la demande. L'Agence internationale pour l'énergie dit, c'est que d'ici 2050, la multiplication de capacités solaires photovoltaïques sera multipliée par quelque chose entre 7 et 22. Quand on se projette dans l'avance, les chiffres sont ce qu'il faut. Mais bon, c'est pas très grave, c'est beaucoup. Ça, c'est le message essentiel. On imagine une très, très forte augmentation des photovoltaïques installés. Et juste avec un côté un peu perfide, le prix du gaz, lui, a été beaucoup augmenté pour les raisons que l'on sait en 2021. Donc, on a ces deux choses qu'il faut mettre en avant. Évidemment, un côté décarboné, mais aussi une réalité économique, c'est que l'énergie est devenue un aspect crucial et pas facile. Alors, une très forte augmentation du PV est prévue en Europe, aux USA et dans le reste du monde, notamment en Inde. Le prix de l'électricité issue du photovoltaïque baisse à la sortie du panneau. On va rentrer dans les détails là-dessus, on pourra venir s'il y a une question sur ce sujet. Et ensuite, il y a une stabilité du coût de l'électricité du PV une fois qu'il est installé, ce qui n'est pas le cas du pétrole, du gaz et du reste. Donc ça, c'est le contexte de la demande. Et l'offre, production mondiale, 175 gigawatts crête en 2021. C'est la Chine, comme vous l'avez vu, qui domine. C'est 80% sur l'ensemble de la chaîne, 96% pour les galettes, et ensuite de l'Asie du Sud-Est aussi. Une augmentation, alors, dès à présent, je n'ai pas les chiffres en tête pour 2022, mais dès à présent, ils ont déjà augmenté leur production, et ils ont prévu de l'augmenter pour faire face à la demande. On voit que la domination écrasante. Et aspect un peu triste, l'Europe était un acteur significatif en 2010. Depuis, on n'a rien fait. Et depuis, les Chinois ont fait. Et le résultat est dramatique, comme on l'a vu d'ailleurs sur notre slide. Alors, pour la Chine, ils ont investi apparemment, c'est le chiffre qu'on retrouve, 50 milliards de dollars en 10 ans. 10 fois plus que l'Europe. 300 000 emplois créés. C'est significatif. La capacité de production de la Chine est le double de ses propres besoins. Donc, en fin de compte, ils ont dimensionné leur outil de production pour la Chine, transition énergétique, mais également pour fournir le reste du monde. Et pire que tout, c'est qu'ils maîtrisent complètement la chaîne de production avec les gros équipementiers de photovoltaïque sont tous en Chine. Voilà. Politique chinoise, bien construite, réfléchie, boum, on y va. Qui n'est pas tout à fait la même chose en Europe. Alors, si on regarde la situation européenne, on a compris qu'elle n'est pas bonne, mais en même temps, ce n'est pas complètement catastrophique. On a une production de silicium solaire à travers une entreprise historique, Wacker, en Allemagne, qui fait du silicium pour la microélectronique, mais également pour le photovoltaïque, et bon, une vraie expertise avec une position mondiale reconnue. Pour les aspects monocristaux, lingots et galettes, il y a plusieurs entreprises qui existent, essentiellement en Norvège et en Allemagne. Des choses qui sont en train de se prévoir en Italie et en France. Pour les cellules solaires, les grands cellules solaires, c'est Meyer Burger, Enel, surtout, et avec également des développements en France.
Et pour les modules, on retrouve les mêmes avec quelques entreprises de plus. Ils vont assembler les cellules produites par d'autres pour faire des modules. Donc, ça, c'est donc on voit qu'on ne part pas de rien, qu'il y a un tissu industriel qui existe, même s'il est encore trop petit. Et si on regarde la chaîne de valeur française, on a vu la première partie à l'instant, ça c'est les acteurs français pour les cellules et les modules, mais il faut bien réaliser qu'on a une partie de la chaîne qui existe. Pour les composants électriques, il y a Schneider, Leroy Sommer et Nexans, Huawei France. Les intégrateurs, on a déjà plus d'intégrateurs différents. Les installateurs, évidemment, on a une très forte augmentation entre 2010 et 2020. Et en producteur d'énergie, bon, ça c'est la partie complètement aval. Il y a un certain nombre d'entreprises qui existent là-dessus, y compris avec des grands, comme EDF, Engie et Total, mais d'autres qui sont peut-être un peu plus petits. Donc la chaîne existe, elle a simplement besoin, de se développer et d'être musclée. Alors si on regarde, quel est le prix finalement des différents composants d'un module? La partie silicium, galette et tout ce qu'on veut, c'est une bonne presque un gros tiers. Et ensuite, on a des choses un peu inattendues comme les structures, c'est-à-dire sur quoi on pose, les frais financiers, le raccordement au système, l'onduleur, enfin bref. Et tout ça veut dire qu'on a besoin d'environ un peu plus de 1 000 € par kilowatt crête installé. Et le CAPEX, la partie silicium, est simplement quand même en gros un tiers. Le passage de 3 gigawatts aujourd'hui à 100 gigawatts en 2050, le coût des modules, c'est 1,3 milliard, simplement les modules. Moi, j'ai été trop vite. Alors, les dernières technologies, de ce qu'on peut lire, on est toujours sur le point important, c'est les technologies à base de silicium. Ce sont celles qui dominent aujourd'hui à 95%, et personne n'imagine que d'autres technologies vont apparaître dans les 5-10 ans qui viennent pour remplacer le silicium. Donc les deux technologies qui sont en pointe, c'est une qui s'appelle TOPCon et une autre qui s'appelle hétérojonction. On peut du tout rentrer dans les détails. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a dans les deux cas, on a une plaquette de silicium au milieu. Ensuite, on rajoute des choses au-dessus, soit pour avoir la partie bleue, c'est un traitement anti-reflet, capte le maximum de soleil. On a des systèmes de capteurs d'électricité qui sont de géométrie différente. On a des topages différents, enfin bref. Mais le cœur de l'affaire, c'est une galette de silicium. La galette de silicium, c'est la partie clé du système. Sur les dernières technologies qui commencent à arriver, c'est de rajouter une autre couche par-dessus. Et la raison, c'est que le silicium capte une partie du spectre solaire, et si on rajoute quelque chose de transparent qui capte une autre partie du spectre solaire, on capte plus de lumière. Et là, on passerait, le meilleur silicium aujourd'hui industrialisé, c'est autour de 25%, les technologies qu'on vient de voir, et si on rajoute une couche de perovskite par-dessus, on arriverait autour de 30%. Et avec des technologies qui sont compatibles avec ce qu'on fait. Bon, là, je ne vais pas commenter ce truc-là, mais simplement pour vous donner une idée de ce que c'est, parce qu'on parle de perovskite sans trop dire ce que c'est. Donc, c'est un mélange de sels organiques et des cations inorganiques. Alors, la structure, parce que c'est important de comprendre, enfin, c'est très rapide, vous avez votre silicium classique, qu'on vous rajoutez, et vous rajoutez devant quelque chose qui est transparent et qui capte une partie du spectre solaire. Alors, soit vous rajoutez carrément une feuille de verre par-dessus, donc vous avez 4 terminaux, ou vous collez les deux ensemble, qui se fait, mais qui est un peu plus compliqué au niveau de la compatibilité des différents chimiques des différents composants. Donc ça, c'est l'évolution qu'on imagine. Alors, si on résume l'affaire, on imagine une très forte croissance de la demande pour obtenir l'électricité bas carbone. L'électricité bas carbone, c'est l'aspect clairement important. On pense que cette croissance va être durable parce qu'on va avoir une première période où on va installer de nouveaux panneaux et ensuite on va rentrer 20 à 25 ans d'installation de panneaux dans leur renouvellement. Donc on rentre dans quelque chose qui va être assez fort. On a aujourd'hui 13 gigawatts solaires en France en 2021. Si on veut aller à 100 gigawatts en 2050, on a autour de 3 gigawatts par an à faire. S'il n'y a pas une action très volontariste en Europe, comme celle qu'il y a aux États-Unis, c'est l'industrie chinoise qui est prête à prendre le marché et qui le prendra. Voilà. Bon. Alors, ça, au niveau souveraineté, indépendance et tout ce qu'on veut, c'est pas super. Au niveau de
C'est la balance commerciale. Les exportations des produits PV, c'est aujourd'hui 7% du surplus de la balance commerciale chinoise, ce qui n'est pas du tout ridicule. Et les importations, c'est 2% du déficit commercial français. Si on augmente notre installation PV, le déficit sera encore plus grand. Et a priori, de tout ce qu'on peut lire, pendant les 15 ans qui viennent, les technologies seront à base de silicium, d'une manière ou d'une autre, éventuellement avec des cellules tandem avec une couche de perovskite par-dessus. Alors, l'électricité, c'est un point qui fâche. Je pense que vous êtes plus au courant que moi, mais la politique européenne pour l'énergie n'est pas quand même d'une transparence absolument fabuleuse. Donc, malheureusement, pour faire des galettes, on a besoin de beaucoup d'électricité. Le chiffre que j'ai trouvé, c'est 480 kWh par kilowatt crête de produite. La production chinoise est fortement carbonée, à base de centrales thermiques au charbon, pas uniquement, mais en grande partie. Ensuite, on peut imaginer des choses qui permettraient de remettre la compétitivité européenne en place. Les atouts de l'Europe et de la France. On a une capacité d'acheter beaucoup de choses. Donc, on a une puissance d'achat importante, mais absolument pas coordonnée. On a en réalité une maîtrise compétitive de la partie amont du processus en Europe du Nord et en Allemagne, grâce à, dans leur cas, le faible coût d'électricité. À ma connaissance, l'usine de Wacker en Allemagne a sa propre centrale électrique, pour être indépendant du coût européen. On a, et je pense qu'il faut le dire, un écosystème de centres de recherche et d'entreprises compétentes. Les centres de recherche européens, allemands, français, italiens, hollandais, sont au meilleur niveau mondial. Alors, à la limite, on pourrait dire, si on n'y va pas, on n'a qu'à fermer les centres de recherche. Enfin, il y a une absence de cohérence entre d'avoir payé pour des centres de recherche vraiment du top niveau mondial et ensuite de rien en faire. Là, on arrive à un moment où il faut le choisir. On ne préconise pas du tout qu'on ferme les centres de recherche. C'est plutôt l'autre option. Alors, les faiblesses de l'Europe, des achats fragmentés. Donc, ça veut dire tout le monde fait en son coin. Et ça veut dire que, par exemple, si on avait des subventions importantes pour le PV, ça bénéficierait avant tout aux producteurs chinois. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de très grands industriels qui sont moteurs de l'affaire qui coordonnent. Le coût de l'électricité n'est pas toujours très compétitif. C'était poli. Il n'y a pas de stratégie industrielle forte au niveau de l'Europe. On est passé dans l'esprit des gens d'une société post-industrielle et d'un seul coup, on faudrait un peu. Et finalement, si jamais on démarre, il est bien possible, démarre de manière sérieuse, que les Chinois dumpent un peu leurs produits. Alors, on arrive aux recommandations. Alors, la première chose, c'est distinguer, pour moi, une échelle européenne. La France est un petit pays, donc comparer France-Chine, pas très, très sérieux. Donc, bien comparer ce qui est comparable. Et si on veut redémarrer une industrie sérieuse, et passer aujourd'hui de 0,9% à 10%, donc aux 20 gigawatts qu'on imagine pour l'Europe, il faudrait qu'on soit maître de notre production de galettes de silicium. Et ça, c'est un investissement qui se justifierait moyennement pour un pays comme la France, mais qui justifie pleinement pour l'Europe. Alors, soit augmenter les moyens qui existent aujourd'hui, en conforter avec d'autres éventuellement. Donc ça coûte cher en investissement et également, il faut de l'électricité peu coûteuse. La partie aval, une fois qu'on a nos galettes et qu'on commence à mettre des couches par-dessus, dessous et partout, ça peut se faire sur une base plus petite. Ça peut être diversifié dans les différents pays européens, pas forcément tous. Et ce qui est impératif aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas question de produire quelque chose qui correspond aux technologies d'il y a 5 ans. Il faut passer aux technologies nouvelles, l'hétérojonction et TOPCon. Alors, technologie nouvelle, ça ne veut pas dire qu'on change complètement la ligne de fabrication. On va faire des revêtements différents, des couches différentes, donc c'est un peu plus compliqué éventuellement, mais ce n'est pas une ligne de production qu'on met à la poubelle pour en démarrer une autre. Ensuite, les technologies tandem semblent vraiment importantes pour les 5 ans qui viennent. Forte augmentation du rendement sans modification majeure industrielle. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on n'a pas besoin de faire ça de manière séquentielle. On n'a pas besoin de faire les galettes pour ensuite faire le reste. On peut tout mettre en parallèle et faire les galettes d'un côté, importer des galettes pour faire le reste et les cellules après. Enfin, donc, l'important, c'est de démarrer quelque chose. Alors, il ne faut pas oublier le reste de la chaîne. Donc, le câblage, les onduleurs, le monitoring, etc., l'installation. Et là, ça veut dire qu'il faut avoir une approche système qui fait qu'on n'oublie pas quelqu'un. Et éventuellement, je crois qu'au niveau onduleur, on est encore très dépendant des Chinois, on pourrait l'être moins. Et la question qui se pose, pour laquelle je ne suis pas vraiment compétent, c'est une question de politique d'achat.
On ne peut pas continuer à laisser une espèce de libre marché parce que quand on a un acteur en place qui produit des cellules pas chères, de très bonne qualité, d'essayer d'émerger dans le système est difficile. Donc si on vise le moins cher, on achètera chinois. Donc ça veut dire qu'une politique d'achat devrait être posée, devrait être envisagée, du public procurement pour lancer l'affaire. Et public procurement ne veut pas dire un marché réservé. Il n'est pas question de fourguer à l'État ou à l'acheteur des modules de mauvaise qualité très chers. Donc ça veut dire des exigences aussi de qualité là-dessus. Alors, les conditions nécessaires, oui. Tout ça, c'est bien gentil, mais il faut vraiment encourager et développer une base européenne existante. La disponibilité d'électricité décarbonée peu chère est un aspect vital. D'une manière ou d'une autre, que ce soit pour le PV ou autre chose, c'est important pour l'Europe de pouvoir s'en doter. Et la mise en place d'une politique d'achat coordonnée, ce qui nécessite évidemment une volonté politique d'aller dans ce sens-là. Et finalement, il faut donner un enjeu stratégique, oui, mais ce qui est clair, c'est que l'énergie est un enjeu stratégique. Je crois que plus personne aujourd'hui a besoin d'être convaincu que l'énergie est absolument stratégique, et ça veut dire que toutes les composantes d'une production énergétique deviennent stratégiques aussi. Et de dépendre à 96% sur la Chine, même en leur prêtant les meilleures intentions, c'est quand même pas très sérieux. Merci. Alors, nous allons vous transmettre également cette présentation tout à l'heure avec l'enregistrement de la visio. Maintenant, la parole est à vos questions, si vous en avez. On va ouvrir les micros, vous pouvez lever la main sur Teams, nous les écrire, on est souple.